Démarrer si vous voulez bien. Monsieur, il y a encore des écouteurs là. Vous avez ce qu'il vous faut? Il faut mettre les écouteurs. Ah, vous avez? Non, regardez. Voilà. Bon, on va démarrer si vous voulez bien. Merci. Merci avant toute chose d'être là, d'être aussi nombreux. Ça fait plaisir. Donc, nous allons parler d'un sujet de société, mais qui est un sujet qui évidemment intéresse au premier plan les gestionnaires de patrimoine indépendants que vous êtes, en tout cas la plupart d'entre vous, qui est le sujet des millennials. Les millennials et les comportements d'épargne. Alors, il est tombé, je ne l'ai pas fait exprès, mais ça tombe très bien. Peut-être certains d'entre vous l'ont vu. Il y a un baromètre qui vient de tomber d'une enquête de l'IFOP, alors faite pour le courtier Alta Profit, qui est extrêmement intéressante parce qu'elle donne 4 chiffres exactement très intéressants sur les moins de 35 ans. Donc, on va dire vos futurs clients. Les moins de 35 ans sont 95% à placer de l'argent. Alors moi, j'étais sidérée. 82% possèdent au moins un produit d'épargne. 50% des moins de 35 ans ont épargné au moins une fois dans le mois. Donc, ils ont une épargne. Non seulement ils épargnent, très, très majoritairement, ils épargnent parfois plusieurs produits, ils épargnent régulièrement, sont donc des clients parfaits. Et cerise sur le gâteau, si je puis me permettre, 40% d'entre eux, donc toujours ces moins de 35 ans, affirment, on ne sait pas s'ils vont le faire, vouloir souscrire un PER. Donc c'est en plus du produit de très long terme, comme vous le savez. Juste pour comparaison, ils ne sont que 23% chez les plus de 35 ans à le dire. Donc ces millennials, c'est vraiment la clientèle d'aujourd'hui et de demain. Alors, millennials, on parle aussi de génération Y. Ils ont des comportements, des attentes très très différentes de leurs aînés. La génération X que je représente en témoigne. Ils ont un rapport au digital différent, ils ont un rapport à la bourse différent. Tout est différent. Alors, il faut vraiment non seulement bien les cerner, bien comprendre de qui il s'agit, de leur comportement d'épargne, pour leur offrir évidemment les produits, les offres les mieux adaptées. Alors, pour parler de tout ça, j'ai le plaisir de vous présenter Anne-France Gauthier, qui est donc directeur commercial de Vie+, et Sébastien Janin, qui est directeur commercial et associé de KISS Asset Management. Alors, juste en préambule, je sais que beaucoup d'entre vous les connaissent, quelques mots sur votre activité. Voilà, je vais commencer par Anne-France. Merci Laurence, bonjour à tous, merci d'être là. Donc moi j'ai la chance de diriger Vie+. Vie+, c'est la structure de Suravenir qui est dédiée au CGP. C'est une structure qui est organisée avec une dizaine de bureaux en province, un siège social qui est toujours à Brest et les bureaux de Vie+ au niveau centralisation sont à la Défense. Nous travaillons aujourd'hui avec beaucoup de CGP et je vais essayer de décliner notre ADN autour de cet entretien. Et notre ADN, c'est agile, visionnaire et engagé. Allez-y, Sébastien. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc Sébastien Janin, je suis directeur commercial du groupe KISS Asset Management. Nous, on est une société de gestion dédiée à la création de fonds professionnels dans l'univers de l'immobilier tertiaire. Donc c'est assez pointu ou assez précis. En tout cas, notre volonté, notre développement depuis 2013, c'est de proposer des solutions d'investissement dans l'univers de l'immobilier au travers de différentes stratégies. Et aujourd'hui, on est parti donc de zéro en 2013. Aujourd'hui, on gère un peu plus d'1,6 milliard d'euros d'actifs immobiliers répartis entre la France et quelques pays européens. Et on a vraiment vocation à continuer à développer des stratégies comme ça d'investissement pour une clientèle professionnelle, donc une clientèle qui investit à minima 100 000 euros dans nos solutions d'investissement.
Très bien, merci de cette présentation. Alors, les millennials, première chose, de quoi parle-t-on, de qui parle-t-on? Parce qu'on parle de millennials, je ne sais même pas comment le dire, génération Y. Il y a des bornes qui ne sont pas les mêmes selon l'INSEE, selon de multiples sources. Donc déjà, pour vous, qui sont, juste comme ça, comment vous cernez cette génération? Quelles sont vos bornes respectives? Anne-France. Alors effectivement, la définition des millennials, c'est un petit peu compliqué parce que dans le cognitif de tout le monde, ce sont ceux qui sont nés en l'an 2000, alors qu'en fait pas du tout. Les millennials sont plutôt ceux qui aujourd'hui atteignent entre 30 et 35 ans, qui globalement avaient atteint la majorité en l'an 2000 justement, mais en aucun cas ceux qui sont nés en l'an 2000, et là il y a toujours une confusion. Or les générations, on le voit, sont assez courtes dernièrement. Et donc, la génération X, je vous vois froncer les sourcils, a duré très, 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 très longtemps. En revanche, les millennials, c'est beaucoup plus court. C'est une génération d'une dizaine d'années. On est sur l'alpha génération aujourd'hui. Donc, on est vraiment sur des choses qui bougent extrêmement vite au niveau de leur comportement. On pourrait dire qu'une génération, c'est 18 ans. Mais aujourd'hui, au niveau des comportements, on voit qu'une génération, c'est pas forcément 18 ans. Oui, alors effectivement, c'est exactement ça, avec en complément, dire qu'une génération, elle doit vivre une expérience collective. Et c'est en ce sens que les générations se raccourcissent dans le temps, puisque les premières générations définies, elles ont connu deux guerres, donc les gens qui étaient nés avant 1945, et puis effectivement, après, ils ont connu d'autres choses, une révolution industrielle ou une croissance très forte. Et les millenniums, qui effectivement ont défini entre un petit peu avant années 80, un petit peu après 1990, donc on dira que ce sont les gens qui ont entre 25 et 40 ans aujourd'hui, ont vécu une expérience collective assez courte, assez forte, mais la première expérience collective qu'ils vivent, c'est la mondialisation. Pour eux, ils sont nés dans la mondialisation, ils sont nés avec l'informatique, ils sont pour la plupart nés avec Internet, pas tous, mais pour la plupart. En tout cas, ils l'ont utilisé dès le début de leur activité professionnelle, voire dès leur enfance, dès leurs études. Et puis, ils sont remplis de paradoxes. On a même tendance à dire, quand on écoute un peu les sociologues, que la génération Y est un peu schizophrène. C'est une génération qui voyage beaucoup, c'est la génération qui a commencé à beaucoup voyager, avec l'avènement du low cost, l'avènement des avions pas chers, on a pu se déplacer plus facilement, plus rapidement, à moindre coût. Mais quand on se déplace, on veut aussi vivre une expérience locale. Donc, on est dans cette dimension de dire je veux aller à l'autre bout du monde, mais je veux vivre l'expérience locale. Et puis, ce sont des gens qui sont vraiment parfaitement digitaux, mais qui veulent avoir le contact humain. Ce sont des gens qui veulent du confort, mais qui ne veulent pas payer cher. Enfin, ils ont cette schizophrénie permanente en disant je veux tout et son contraire, mais je veux surtout bénéficier de quelque chose qui m'est propre à moi, et je veux que mon expérience personnelle elle soit enrichie par tout ce que je peux vivre. Et c'est ça, en fait, qui les définit fondamentalement par rapport à toutes les autres générations qui étaient ancrées plus sur un développement de la famille, un développement par les valeurs du travail ou par d'autres valeurs. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que la génération Y, ces fameux millenniums, ils ont ce côté individuel égoïste tout en voulant partager avec leur communauté tout ce qu'ils font. Alors merci, on y voit un peu plus clair justement sur des définitions flottantes. Alors, pourquoi? Alors, d'un côté, nous avons Vie Plus, plutôt dans le secteur de l'assurance vie, vous plutôt vous venez de nous le définir, un immobilier, puis un immobilier très très particulier. Donc, pourquoi vos entreprises s'intéressent? Alors, il y avait un petit peu peut-être la réponse dans le sondage que j'ai donné en préambule, mais voilà, je voudrais savoir un petit peu pourquoi une entreprise comme la vôtre, Sébastien, et la vôtre, Anne-France, s'intéresse vraiment à cette génération. On va peut-être commencer par vous, Sébastien, qui êtes tout jeune venu, si je puis dire, des années 2010, en tout cas dans le secteur de l'immobilier. J'ai cru que vous alliez dire que je venais de la génération Y, mais non, pas tout à fait, malheureusement. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que chez Keys, effectivement, on est sans doute encore un peu en amont d'avoir une clientèle de millenniums, quoique. Pour autant, ça nous intéresse beaucoup de l'observer parce que la génération est le reflet de la société. Donc ça, c'est très important. Et comme l'immobilier, qui est notre sujet, doit être un outil important de développement sociétal, enfin doit répondre au développement sociétal, c'est important de comprendre qui occupe la société, avec quelles aspirations.
Et nous, on observe tout ça au travers d'une cellule qu'on a créée qui s'appelle Curiosity is Keys, qui est notre département recherche et développement, pour dire observons, analysons et mettons en pratique des schémas immobiliers qui correspondent aux besoins et aux usages de toutes les personnes qui ont besoin de se loger, de travailler ou d'avoir du loisir. Et quand je dis se loger, c'est le résidentiel, travailler, c'est le bureau, se nourrir ou se divertir, ça peut être le commerce, mais aussi l'hôtellerie. Et nous, typiquement, on est très axé sur l'hôtellerie lifestyle. Et le lifestyle dans l'hôtellerie répond parfaitement. D'ailleurs, le lifestyle, comme l'a créé le groupe Accor, répond aux millenniums, vraiment. C'est de dire, Accor a constaté il y a quelques années que Airbnb était en train de les mettre à terre. Vraiment, ils ont eu vraiment très très peur. Et ils se sont dit, il faut qu'on réagisse. Et comment réagir? On va créer des marques qui sont des marques emblématiques. Ça va être Mama Shelter, ça va être Joe & Joe, ça va être 25e heure, enfin 25 Hours, c'est une marque allemande. Ça va être Tribe, ça va être un ensemble de marques qui répondent à une attente de consommateurs qui n'est plus une attente d'aller à l'hôtel pour dormir à l'hôtel. On va à l'hôtel dorénavant pour y passer un bon moment, on va à l'hôtel pour partager une expérience, pour dîner, pour déjeuner, pour travailler, pour être entre copains, pour faire un karaoké, pour voir du cinéma, enfin toute activité possible, imaginable dans les hôtels. Et je pense que beaucoup d'entre vous connaissent la marque Mama Shelter, mais il y a énormément de consommateurs, enfin d'utilisateurs qui vont au Mama pour dîner. Et ils ne vont pas du tout pour dormir. D'ailleurs, Serge Trigano, qui a créé Mama Shelter, vous dit j'ai fait des restaurants avec des chambres au-dessus, pas un hôtel. Donc, dans notre analyse, les millenniums ont besoin de vivre une expérience dans leur univers d'utilisation. Et donc, nous, on crée des fonds d'investissement en essayant de répondre à cette problématique, tout en sachant que les millenniums, donc les 25-40 ans, pour définition large, ne sont pas tout à fait encore nos clients, dans la mesure où il faut pouvoir investir un peu plus de 100 000 euros. Quoique, la définition aussi d'un millennium, c'est qu'il n'hésite pas à s'engager dans une voie professionnelle et à changer de voie professionnelle. On a un ensemble d'entrepreneurs qui ont commencé très jeunes, qui ont valorisé des sociétés, qui les ont revendues et qui aujourd'hui sont à la tête de capitaux importants et qui sont capables d'aller sur des stratégies de private equity immobilier comme nous les proposons. Mais je crois que l'assurance vie, et notamment Anne-Laure avec ses produits, a effectivement aujourd'hui plus de réponses que nous. Alors pour ma part, c'est Anne-France. Malheureusement, c'est depuis que je suis née, mais c'est pas grave. Jean Ferdinand. Et donc, alors en fait, je trouve que donc nous sommes une société d'assurance vie. Nous devons choisir des unités de compte, des OPC qui répondent à l'attente. Ce que l'on voit au niveau des millennials, et c'est très drôle parce qu'un asset manager tout à l'heure qui est dans le plateau là-bas me disait j'ai souscrit mon contrat perso chez toi et ça m'a pris 15 minutes. Il est parfaitement dans la logique millennials et donc il y a des dimensions qui n'ont pas été évoquées par Sébastien, qui me semble, Jean Ferdinand, pardon, et qui me semblent néanmoins très importantes. C'est la fluidité, le juste prix. C'est-à-dire que oui, ils veulent vivre une expérience. En revanche, ils ne veulent pas payer n'importe quel prix pour n'importe quelle expérience. Aucun d'entre eux ne sera d'accord pour survaloriser un service ou pour faire croire à ses copains que comme ça lui a coûté cher, c'était vachement mieux. En fait, on n'est plus du tout dans cette logique-là. On est au début de la logique tribale. Donc la logique tribale, c'est TripAdvisor. C'est je suis une communauté qui se reconnaît dans des valeurs. C'est le début de la génération alpha. Malgré tout, la queue de la génération Y, c'est le début de la génération alpha. Et c'est que me disent les gens de la communauté sur l'expérience vécue par rapport au prix et est-ce que tout ça me correspond? Donc on est dans l'efficacité, dans la fluidité, dans le partage d'expérience et là je rejoins parfaitement Sébastien. Lorsqu'on vend des contrats d'assurance vie, qu'on les distribue, il faut donc qu'on mette à la disposition de nos partenaires que vous êtes à la fois des solutions digitales extrêmement rapides, pratiques et efficaces, à la fois des solutions financières qui parlent et qui donnent du sens pour les investissements finaux de ces millennials, mais pas que pour eux, parce qu'on a aussi la génération alpha qui arrive, et la génération alpha est aussi importante que les millennials parce qu'ils ont des parents, et que ce sont leurs parents qui investissent aujourd'hui. Or aujourd'hui, je ne sais pas quels sont les âges de vos enfants, mais certains d'entre vous savent sans doute que la dictature de l'ado est quelque chose d'important. Et donc, on a été ado, c'est ce que je veux dire. En étant adolescente, je force mes parents, c'était ce que je voulais dire. Et donc, on est aujourd'hui dans des solutions financières avec du sens, mais on est surtout dans quelque chose de fluide, rapide, efficace. Et
Autre chose qui me semble importante, il y en a deux. La première, c'est que les millennials commencent à ne plus être dans la possession. C'est la première génération qui commence à préférer louer. On voit les city scouts, on voit les vélos en location, on voit etc. plutôt que posséder. On est sur une génération qui ne veut pas de contraintes, qui est libre. Si je possède mon vélo, ça veut dire que quand je pars en vacances, je dois emmener mon vélo. Si je loue mon vélo, ça veut dire que je le loue à Paris, que je le loue en vacances, et je ne veux plus m'embarrasser. Donc ça, c'est une dimension qui est très très importante chez eux. On est sur... Alors j'ai une de mes collaboratrices que j'ai interrogée ce matin, je disais comment tu définirais ta génération, et donc, pardon pour le geste, mais elle m'a fait ça. Voilà. C'est la génération, je me laisse porter, je fais attention au prix. Si le prix correspond à mon partage d'expérience, je me laisse porter. Il n'y a plus de besoin et de volonté de contrôle des situations, alors que la génération X est dans le contrôle et la génération alpha est dans le sur-contrôle. Donc voilà, c'est une phase de transition, c'est une génération courte et c'est une génération aussi, et pardon mais on ne l'a pas dit, et c'est le deuxième élément que je voulais vous donner, qui commence à l'émergence des crypto-monnaies. Et donc ça, on est sur un sujet qui est un sujet de défiance par rapport à l'ensemble de l'établissement financier historique. Ce sont des gens qui avaient 15, 18, 17 ou 12 ans au moment de la crise des subprimes, qui étaient en âge de comprendre les informations, qui étaient en âge de comprendre le discours des parents, et qui ont donc, issus de cette expérience, ont une défiance totale, à la fois dans les banques, dans les institutions financières, mais qui, et malheureusement le Covid n'a pas aidé, ont également une défiance très importante dans les autorités politiques. Et donc le PER, oui, parce qu'ils savent qu'ils doivent se protéger eux, avant d'essayer de partager quelque chose avec la société. Leur rôle, c'est d'abord de se protéger eux, parce qu'ils savent que la société ne les protégera pas. Oui, l'épargne, parce qu'ils savent que ça n'est pas la société qui va les protéger. Ils avaient sans doute des parents qui étaient patrons de boîte, qui du jour au lendemain n'ont plus rien eu à cause des subprimes, puis qui sont tombés malades, etc., etc. Et donc cette espèce de fantasme de l'État répond à tout est complètement effondré aujourd'hui. Et on le voit avec les taux d'abstention dans les élections, on le voit dans le désintérêt total pour des discours politiques pourtant passionnants et haut de gamme. Et on le voit dans l'ensemble du comportement civique qui malheureusement est en train sans doute de ne plus être ce que nous avons connu, parce qu'en fait, ils ne se reconnaissent pas dans la société d'aujourd'hui. La crypto-monnaie en est l'exemple criant, puisqu'on n'est plus en train de se demander s'il faut garder l'euro, enfin garder le franc ou passer à l'euro. On n'est plus en train de se demander si on est d'accord à Londres pour payer en livres, avoir des agios, des frais de compte, des machins et trucs. On prend de l'argent en partant, on dépense là-bas, on revient. Et donc, il y a plus ce sens de participation à la société, parce que malheureusement, je pense qu'un certain nombre d'expériences qu'ils ont vécues, soit vers 10-12 ans, soit jusqu'à l'âge de 20 ans, leur ont montré que ce qui était probablement vrai pour leurs parents ne le serait pas pour eux. Merci beaucoup pour déjà on se croirait dans un cours de sociologie, mais passionnant, et je le dis sans aucune ironie. Alors, mais moi, je suis très pragmatique, très terre à terre, et je voudrais revenir à l'épargne et justement cette définition de cette génération assez difficile même à saisir à travers tout ce que vous dites. Qu'est-ce qu'en termes d'offres, tout simplement, l'un comme l'autre, soit d'offres concrètes de produits financiers, soit de services, vous avez quelques exemples à nous donner qui sont censés, malgré tout, les ancrer dans l'épargne, à défaut de croire en rien. Et juste, mais on y reviendra aussi tout à l'heure, vous avez sans doute raison de parler de non-confiance dans la société, etc., etc. Mais il y a aussi, on en parlera bien sûr, la dimension quand même de volonté de donner du sens à l'épargne. Je pense que ce sera très important aussi. C'est une des caractéristiques de cette génération, beaucoup plus que de la nôtre. Donc, Sébastien, peut-être quelques exemples comme ça, ou un ou deux, ça je vous laisse le choix, Anne-France aussi, d'offres un peu concrètes que vous, conseiller en gestion de patrimoine, vous pouvez mettre en avant auprès de ces millennials. Sébastien.
Alors déjà, nous, sur la stratégie globale de l'entreprise, on est rentré dans une dynamique ESG, hein, comme vous l'imaginez. En tout cas, ça semble être la seule bonne idée pour le développement durable et pérenne de la valorisation des actifs qu'on gère, et auquel cas, on s'attache à ce que ça réponde bien à la volonté de ces générations, mais pas seulement celle-là. On dira qu'elle est emblématique dans sa manière de l'exprimer, puisque toutes les luttes contre le climat, contre le réchauffement du climat, enfin les réchauffements climatiques, et toutes les préoccupations qu'on peut avoir sur l'investissement durable émergent par rapport à cette population. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on crée des solutions qui vont dans ce sens. On a, par exemple, pour donner des exemples précis, sur notre solution d'investissement patrimonial long terme qui détient donc un parc d'immobilier tertiaire, bureaux, commerces, locaux d'activité ou murs d'hôtel, on a été allé chercher un label ISR pour marquer de manière forte et affirmer que nous cherchons un investissement socialement responsable, en sachant qu'on n'appuie pas seulement sur le E de ESG, on appuie beaucoup sur le S. Et ça, c'est très important, et ce n'est pas forcément facile à définir dans un immeuble. Pour autant, on va chercher à mettre en place des critères sociaux. Donc, ça veut dire des services, ça veut dire l'accessibilité, ça veut dire la prise en compte des besoins du locataire, ça veut dire un ensemble de choses, puisqu'il y a un point qui est très important dans l'univers de travail d'un millénium, c'est que c'est pas sa première question, mais c'est rapidement sa deuxième. C'est à quoi je sers dans l'entreprise et où je travaille. Je n'ai plus envie de travailler à la cave. C'est fini. Vous me mettrez pas à la cave, c'est pas possible. Je veux un bureau avec un endroit agréable, un confort, des extérieurs. Et je vous donne un exemple très précis également, c'est qu'on fait construire des bureaux pour les louer et trouver des grands preneurs partout en France. Récemment, on a fait construire un immeuble de bureau à Rennes. On était plusieurs immeubles de bureaux à sortir ensemble, et on a eu la bonne idée de mettre un rooftop. Ce qui se fait très peu dans l'univers du bureau. On a été l'immeuble le louer le plus facilement. Les entreprises, en fait, veulent offrir un extérieur à leurs collaborateurs, qu'il soit un vrai rooftop ou que ce soit un extérieur, un atrium au sein de l'immeuble. En tout cas, offrir un confort d'utilisation, un côté well-being. Hein, c'est un critère d'ailleurs d'une labellisation des immeubles de bureaux que vous pouvez trouver, qui vient des États-Unis. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on cherche à améliorer l'expérience, encore une fois, de l'usage immobilier. Ça, c'est un des axes. Et puis le deuxième axe, qui est plus précis et qui correspond encore une fois à ce que nous, on connaît de l'univers de l'hôtellerie lifestyle, on a créé des fonds d'investissement qui sont dédiés à cet univers-là. C'est-à-dire qu'on investit aux côtés d'Accor dans des sociétés d'exploitation hôtelière qui font de l'hôtellerie lifestyle. L'hôtellerie lifestyle, on peut la définir comme étant une hôtellerie dont le chiffre d'affaires est réparti moitié dans la partie bar-restauration, appelée F&B dans l'univers de l'hôtellerie, et la partie nuitée. C'est-à-dire que vous avez un hôtel qui, en fait, est vraiment un lieu de vie permanent et qui est occupé autant par des gens qui viennent juste pour dîner ou passer un moment agréable que par des gens qui viennent y dormir. Donc voilà des solutions pratiques. Pardonnez-moi, mais cet accès à ce type d'investissement immobilier, on parlera de l'assurance vie tout de suite derrière, il passe par quoi? Donc par quel véhicule? Ça va être, est-ce que vous pouvez juste nous donner un ou deux véhicules d'investissement dédiés aux particuliers? Alors, c'est dédié aux particuliers, mais à l'investisseur professionnel, quoi qu'il en soit, qui donc a investi plus de 100 000 euros. On va dire que c'est le particulier fortuné, puisqu'il investit 100 000 euros à long terme dans des solutions qui sont des fonds professionnels spécialisés, comme KIS Sélection, ou des fonds professionnels de capital investissement, comme KIS Exploitation. Donc, on est vraiment sur des FIA immobiliers, des fonds d'investissement alternatifs, qu'on ne trouve malheureusement pas beaucoup dans l'assurance vie française, mais on réfléchit à des solutions d'ailleurs pour apporter ce type d'expertise dans les choix des unités de compte. Justement, Anne-France, en termes d'assurance vie, en termes d'offres et en termes de services. Alors, sur la partie service, je pense que, je vous le disais tout à l'heure, quelqu'un a souscrit son contrat en 13 minutes, donc je pense que dans la partie service, voilà, c'est un des éléments. On a d'autres services, c'est-à-dire qu'on a par exemple un outil de calcul des droits de succession, on a une table ouverte pour accéder à au maximum de SCPI de la place via quelques clics, avec aussi la partie financement. Et là, ça s'appelle SCPI by Vie+. On avait donc Succession by Vie+, on a l'Irbismap qui vous permet de suivre l'ensemble de vos fonds structurés en très très peu de temps. On a, et c'est ça qui me semble le plus important, surtout, l'ancien contrat qui s'appelle Vie+ Impact. Donc Vie+ Impact est un contrat qui a été lancé non pas le 1er avril parce que ça aurait été trop drôle, mais le 30 mars dernier.
Vie plus Impact, c'est un contrat qui est résolument différent, qui a 2 chapeaux. Premier chapeau, nous n'avons que des parts clean share et on a mis ce qui était historiquement de la commission retail sur les parts d'OPC dans le contrat d'assurance, ce qui fait que à partir du moment où vous définissez les frais du contrat d'assurance, il n'y a plus de risque de conflit d'intérêts puisque vous avez la même rétrocession si vous le souhaitez, quelle que soit l'allocation d'actifs de votre client. Vous pouvez jouer avec 1,45, nous conservons 0,45 et ça vous permet de valoriser votre conseil en fonction de l'économie de votre client. Donc ça permet complètement d'être sur mesure par rapport aux attentes justement de ces millennials et à ce que vous ressentez d'eux. Est-ce que demain, le prix que vous allez leur proposer est compatible avec aussi des notes d'honoraires? Est-ce que demain, ils considèrent que votre prix vaut 0,10, 0,45 ou 1,45? Ça n'est pas à nous de le valider. Deuxièmement, ce contrat est totalement article 8, article 9. Donc on est totalement dans la logique ISR climat. Attention néanmoins, moi je voudrais attirer l'attention un petit peu de cette population sur le fait que aujourd'hui l'ISR, tout le monde sait ce que c'est. Le social, merci Sébastien, on a eu un petit éclairage. La gouvernance, n'oublions pas que ce sont des éléments qui vont ensemble. Et la génération alpha, donc pardon, je déborde un tout petit peu, ce ne sont pas les millennials, nous attendent sur ces 3 items. Ils ne nous attendent pas uniquement sur l'échange d'expériences, le lifestyle, le truc c'était bien sympa. Ils veulent absolument avoir, et c'est pour ça qu'on l'a appelé Vie plus Impact, un impact sur la planète. C'est quelque chose d'important, c'est une génération qui pousse extrêmement fort. Et donc, dans ce contrat Vie plus Impact, nous avons essentiellement des fonds qui répondent à cette problématique-là. Le sens de l'épargne est devenu quelque chose de très important. Nous avions des mandats de gestion qui étaient des convictions, économie réelle, infrastructure, bien-être, etc., etc. On va beaucoup plus loin avec Vie plus Impact, dans la mesure où les fonds ont une utilité et où le premier centime engagé est un centime qui va forcément vers une unité de compte qui elle-même a pris des engagements qui sont de moins polluer, de préserver l'énergie carbone. On n'est plus dans le carbone, on n'est plus dans le fossile, etc., etc. Donc notre volonté, et je l'affirme aujourd'hui devant vous, c'est d'ici 2024 être l'assureur qui offre la plus belle offre de produits en économie transparente, en solutions financières qui soient préservatrices à la fois du social, de la gouvernance et de la planète. Et on souhaite, sans doute, notre siège à Brest nous aide-t-il, on souhaite vraiment vous accompagner. Et à titre d'exemple, on accompagne par exemple la Fondation Tara Océan avec un accompagnement financier. Mais et si vous venez à notre convention, vous le verrez, on accompagne aussi un petit tennisman bien sous tout rapport qui s'appelle Hugo Gaston. Et c'est notre engagement vis-à-vis aussi de la jeunesse, de ces gens qui vivent de leurs convictions. Et c'est cette conviction qui nous parlait, c'est ce sens à la vie, ce sens à l'épargne et ce parallèle que nous avons souhaité faire. Merci beaucoup. Alors moi j'ai une question encore très terre à terre et pragmatique, c'est-à-dire le conseil en gestion de patrimoine actuellement, en tout cas si on faisait une photo, on est quand même essentiellement sur une clientèle de génération X, on va dire ça comme ça, de beaucoup de quinquagénaires, sexagénaires, avec des patrimoines très diversifiés, très constitués. Donc il y a tout un exercice du métier qui s'est acéré, qui s'est développé autour de cette population-là d'épargnants, d'investisseurs, sans donner de conseils. Bien évidemment, on ne donne pas de conseils aux conseillers en gestion de patrimoine, mais comment la valeur ajoutée, et ce sera peut-être quelque chose qui vous fera réagir, comment vous pouvez faire, vous partenaires et dans vos partenariats, vous pouvez faire en sorte que la valeur ajoutée propre au conseil en gestion de patrimoine non seulement touche cette génération Y dans sa volatilité, dans sa difficulté, mais aussi dans son exigence, non seulement qu'elle ait envie de confier ses actifs à un gestionnaire de patrimoine indépendant, et surtout qu'elle ait envie qu'il continue à gérer son portefeuille. Parce que c'est tout, aujourd'hui, c'est tout le débat quand même. Donc Anne-France, vous voulez répondre, je sens. Oui, parce que... En fait, je pense que c'est assez simple. La génération millennials, la génération alpha, je ne suis pas convaincue, à part ceux qui en font leur métier,
qui soient tout à fait passionnés par les questions de la finance, qui soient tout à fait passionnés par ces métiers. Ils sont plus artistes, ils vont vers autre chose. Et donc la prise en main, s'ils se sentent rassurés, s'ils sentent que ce qu'ils font et les décisions qu'ils prennent sont prises au bon moment parce qu'ils ont eu le bon conseil, en accompagnement par quelqu'un qui les comprend et qui leur apporte quelque chose, on le voit et vous l'avez dit, ils épargnent. Donc, ça n'est pas parce qu'ils sont infidèles, je crois que c'est 34% de cette génération qui reste fidèle à sa banque, c'est pas des masses, mais c'est pas pour ça qu'ils ne seront pas fidèles aux bons conseils. Au contraire, mais exactement. Ce dont ils ont envie, c'est de ne pas s'occuper de ces choses-là, de pouvoir continuer à s'occuper de ce qui les intéresse profondément, et dès lors qu'on les rassure, j'allais dire, c'est 75% du travail qui est fait. Il faut apporter le bon conseil au bon moment et au bon prix. Et c'est pour ça que Vie Plus Impact s'inscrit dans cette logique-là. La valorisation du conseil est à décider par le partenaire CGP en fonction du client qu'il a en face de lui. Moi, ce qui est intéressant dans la génération Y, dans ces milléniums, c'est que on a le sentiment qu'ils sont très écoutés par leurs parents. La génération X, dont je fais partie, a bien écouté ses parents et maintenant est en train d'écouter ses enfants, en fait. Et ça donne beaucoup d'exemples de comportements qui nous remettent en cause un peu sur nos convictions. Et on le voit, en fait, le comportement des investisseurs, en tout cas à notre niveau, qui sont effectivement plutôt des gens de 50-70 ans, qui ont matérialisé une vie professionnelle avec des capitaux assez importants, eh bien, prennent en compte en fait, le comportement de leurs enfants dans le sens qu'on donne à l'investissement, la volonté de le faire dans une économie durable, la volonté de comprendre à quoi ça sert. Et tout ça, en fait, ça vient de la génération du dessous. Et cette génération qui n'est pas tout à fait, encore une fois, nos clients sur les fonds professionnels, elle influence en fait tout l'univers de l'investissement et nous pousse à vous proposer des fonds qui sont capables de répondre à cette problématique ou de répondre à cette volonté. Et encore, quand on voit la rotation qu'a pu opérer un groupe comme le groupe Accor, qui gère 4500 hôtels dans le monde et qui aujourd'hui s'est dit soit je réagis, soit je suis mort demain parce que je ne réponds plus du tout à la volonté des générations qui viennent dans mes hôtels, eh bien, c'est intéressant et impressionnant de voir qu'on peut offrir des choses qui répondent aux usages, à la volonté d'investir et à faire pérenniser du capital. Et quant à la fidélité de cette génération, c'est clair que le fait de pouvoir les rassurer par rapport à leurs besoins fondamentaux, d'avoir un investissement qui fait du sens, nous permettra normalement de conserver, vous et nous, ce type de clients. Oui, je trouve que vous touchez à quelque chose de très important. Peut-être longtemps on disait le gestionnaire de patrimoine par rapport au conseiller bancaire, sa grande qualité c'est quoi? C'est d'être là sur plusieurs générations. Donc il y a peut-être aussi tout un côté transgénérationnel, si je puis dire, comme vous le disiez, avec la génération des parents qui est derrière, les jeunes qui arrivent et qui malgré tout vont trouver une valeur ajoutée réelle dans le fait d'avoir un conseiller en gestion de patrimoine plutôt qu'éventuellement un conseiller bancaire lambda. C'est quelque chose, on pourra peut-être en parler au moment des questions, j'espère que vous aurez envie de poser. Mais juste, j'ai envie de finir là-dessus. Donc, on a dit beaucoup de choses parce que c'est un sujet très riche en soi. Vous avez déjà évoqué la génération alpha. Peut-être avant même, on va peut-être finir sur cette nouvelle génération qui est déjà en train de se profiler, mais peut-être avant même... est-ce que ces millennials vous semblent vraiment ouvrir des horizons que je qualifierais de porteurs, de durables pour le métier de conseiller en gestion de patrimoine et au-delà des mots, concrètement, voilà, comment... voilà. Est-ce que pour vous, c'est des horizons porteurs ou est-ce que ça va être de l'éphémère? Et justement, quelle est là aussi la génération qui arrive derrière, qui est susceptible de faire un continuum dans l'adaptation permanente qu'il y a maintenant à faire face à vos futurs clients qui sont évidemment vos clients de demain, quoi. On l'a dit, de toute façon, je pense que c'est le côté durable des choses qui préoccupe avant tout
le côté je donne du sens et je fais dans un sens qui est durable. Donc, quoi que je fasse, d'ailleurs, que je sois dans une relation globale ou dans ma relation d'investissement, je veux que ça ait du sens et que ce soit durable. Donc, oui, je pense que cette génération a donné un souffle différent de la génération avant, vraiment différent, que c'est quelque chose qui va perdurer, voire même s'intensifier. Ce que disait Anne-France sur le côté impact, c'est vrai que auparavant, on parlait de socialement responsable, on était très attaché à l'environnement, et puis maintenant, on parle d'impact. On parle vraiment de dire, mais qu'est-ce qui se passe sur quelle est mon empreinte de passage. Quand on voit qu'aujourd'hui, on calcule l'empreinte carbone de comparaison d'un avion, d'un TGV, on est tout le temps dans cette démarche-là, qui pour nous est nouvelle, mais pour eux, elle est tout à fait naturelle. Dans l'immobilier, je vous donne un exemple très concret. Aujourd'hui, on a un vrai souci, c'est les notions d'artificialisation des sols. C'est pas facile à dire. Et auquel cas, aujourd'hui, on ne peut plus continuer à avoir un étalement urbain qui soit infini. On va être obligé, contraint et forcé, et les générations millenniums, voire celle d'après, la génération Z ou Alpha, il y a plusieurs manières de l'appeler. En tout cas, elle revient sur la métropole avec tout ce que ça implique comme complexité. C'est-à-dire qu'on va être obligé de faire grandir et faire pousser plus haut les immeubles. On va être obligé de concentrer les services, mais on va faire tout ça pour répondre à un besoin de durabilité et de vivre ensemble. Et ça, c'est très fort puisque le côté individualiste des millenniums ne sera pas forcément repris par la génération d'après, qui sera contraint d'être beaucoup plus collaborative et beaucoup plus enclin à vivre ensemble. Alors oui, je suis parfaitement d'accord, la génération alpha, mais ça a déjà été initié par les millennials. En fait, elle a bougé les limites. Et donc, en fait, la famille, on parlait tout à l'heure de nous, on a écouté nos parents. Eux, la famille, c'est celle qu'ils se sont créée. Et je pense que notre génération, c'est la fameuse génération du blanc de poulet, c'est-à-dire que le blanc de poulet, il allait à nos parents et maintenant il va à nos enfants et nous, on n'en aura jamais eu. Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on écoutait nos parents. Pas mal, t'as vu ça? En fait, je pense que c'est ça. Notre génération était issue de parents qui n'avaient pas vraiment connu la guerre, qui pour autant en avaient tellement entendu parler qu'ils étaient coupables de ne pas l'avoir connue et qui nous ont transmis comme ça des tonnes de valeurs de culpabilité. Je pense que ça commence par les millennials, ça va bien sûr encore plus fort dans l'alpha. Ils n'ont pas d'obligation au sens civique et au sens familial du terme. La famille, ça sera celle qu'ils ont créée. Et donc, nous, on fait tout pour leur plaire parce qu'on a peur de perdre nos enfants. Mais donc, c'est vraiment ça, cette génération. C'est une génération qui a besoin de se créer par communauté. C'est une génération qui a besoin de trouver des ressemblances avec les autres. Et on n'est plus dans le besoin de possession. Alors, c'est amusant parce que la génération X, est-ce que vous savez quel est le symbole de la génération X? C'est la voiture. Le symbole de notre génération, parce que je suis X aussi, Laurence, c'est la voiture. Ce qu'il fallait, c'était posséder une grosse voiture. Le symbole de la génération Y, c'est la tablette. Et donc, on voit dans ces deux modèles-là une évolution qui passe complètement de la possession et de l'artifice de ce que je montre à l'autre pour exister à ce que je veux être, la façon dont je veux vivre. Et je me fiche complètement de ce que je renvoie aux autres. Et donc, nous, notre rôle en tant que producteur de produits d'assurance et en tant de valorisateur d'unités de compte, c'est juste de leur offrir ce dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin, de la fluidité, du sens, de la rapidité, de la sécurité et le fait de les rassurer par rapport à eux-mêmes. Merci infiniment sur ce sujet très très dense, c'est le moins qu'on puisse dire, qui vous concerne, je pense. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des envies de réaction sur ce sujet? Est-ce que parmi, oui, est-ce qu'il y a des millennials parmi vous? Est-ce que vous trouvez qu'on parle correctement de vous? Oui, on en voit d'ailleurs. Je ne sais pas, voilà, si vous avez des questions, ce serait un grand plaisir de
d'échanger avec vous. Alors, si c'est le cas, il faut que je me dirige vers vous avec le micro. Je vais être l'hôtesse et j'essaierai de relayer votre question le mieux possible parce que nous n'avons qu'un micro, ce qui n'est pas du tout évident, mais on peut y arriver quand même. Donc, si vous avez des questions, on serait très heureux de les entendre. Non, vous êtes trop timide. Ou des choses qui vous font réagir sur les offres de produits, sur ce qui vous semble important à dire sur cette génération qui est quand même un... Ah, alors, madame, je cours vers vous et je vais essayer d'être le plus fidèle. Alors, vous posez votre question et je vais essayer de la relayer le plus fidèlement possible à nos interlocuteurs. Oui, alors, moi j'essaie de comprendre ce que c'est que les milléniums et d'après ce que j'entends, à vous écouter, etc., si j'ai bien compris, avant c'était j'ai vécu, j'ai consommé, et demain, les générations, c'est j'ai vécu, j'ai ressenti. Alors expliquez-moi comment l'assurance vie fait rêver les milléniums, parce que moi je pense plutôt que ça les ennuie énormément, beaucoup. Oh, une question, Anne-France, je pense pour vous. Donc, madame se demande, est-ce que vous entendez? Madame se demande comment l'assurance vie peut faire rêver les millennials. Tout simplement parce que de la même façon que quand vous achetez un matelas, vous n'achetez pas un matelas, mais l'espoir d'une bonne nuit de sommeil. Eh bien, lorsque vous prenez un contrat d'assurance vie, vous savez que vous allez épargner. Et c'est l'espoir d'une meilleure retraite, c'est l'espoir de pouvoir être là pour ses enfants lorsqu'ils feront des études, c'est l'espoir de pouvoir ne pas tomber. Eh bien, c'est exactement la même chose. On achète une expérience et on achète le fait de se rassurer par rapport à des expériences difficiles dans l'avenir. Bon, ça ne vous a pas convaincu. Alors, est-ce qu'il y a d'autres? Monsieur, je me permets aussi d'aller vers vous et de relayer votre question, mais posez-la. Oui, vous avez évoqué, je crois, Madame Gauthier, votre offre orientée vers les valeurs durables, voilà, le SG. Est-ce qu'il y a aussi des demandes qui remontent en matière de crypto-monnaie, de blockchain, de technologies qui peuvent intéresser cette génération? Vous avez entendu Anne-France, hein, je vous laisse répondre. Alors tout à fait, ça commence. C'est-à-dire que oui, il y a une défiance terrible, sans doute née de la crise des subprimes. Il y a des demandes sur la crypto-monnaie, effectivement. Aujourd'hui, on n'a pas de fonds. Alors on est en train de les étudier, très clairement. Il faut qu'on se rassure sur un certain nombre de sujets parce que les comités de direction de groupes d'assurance ne sont pas tout à fait millennials, c'est encore moins alpha. Mais on est en train de regarder et on cherche des fonds UCITS, bien évidemment, mais on va regarder. Attention, il ne faut pas non plus que ce soit un emballement. Je crois qu'aux États-Unis, quelqu'un a perdu quelque chose comme 3 millions parce qu'il n'avait pas son code. Bon, donc on va quand même regarder des choses assez solides. Mais effectivement, on a des demandes et je pense qu'on ira parce que moi, je pense qu'il faut encore sécuriser un tout petit peu ce type d'investissement. En plus, attention, parce que les machines de crypto-monnaie ne sont pas du tout en logique ESR, ISG. Donc, il y a quand même il y a beaucoup d'études à faire. Ça pollue énormément, les outils de crypto-monnaie. Donc, on est en train de regarder et on commence à avoir des demandes. Je ne suis pas sûre que si nous avions un fonds crypto-monnaie, il y ait beaucoup de souscriptions à ce jour. C'est un petit peu comme les FCPR, tout le monde en veut, personne n'en achète. Comme les appartements atypiques, tout le monde visite, personne n'achète. Donc il faut faire attention, et ça ne veut pas dire qu'on n'en prendra pas. En revanche, est-ce que la crypto-monnaie sera la thématique essentielle du fonds ou est-ce que ce sera quelque chose de complémentaire dans le fonds? À ce jour, je ne pourrais pas vous répondre. Mais il y a des demandes, ça commence. Merci. Y a-t-il d'autres questions, monsieur? Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc il s'avère que je suis moi-même un millennials, peut-être même sur la queue de l'alpha, comme vous dites très bien. J'ai appris tristement votre vision et de la manière dont on a été dépeint, avec toutes nos ambivalences, etc. Mais c'est pas grave. Moi, je me pose une question. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être trop gros
pour arriver à vous modifier et à assouvir les attentes et les ambivalences de notre génération, justement. Ça, c'est la première question. Et la seconde question, puisqu'en réalité, ce que vous dites très bien, c'est notre génération a une crainte de la taille, notamment des institutions, que vous représentez par essence, malheureusement. Vous êtes contraint de les représenter. Et est-ce que vous n'avez pas peur, peu importe, même si vous développez les éléments qui satisferont plus ou moins cette tranche d'âge-là, cette génération-là, qu'ils vous fuient? Et notamment, après, il y avait un chiffre très intéressant vis-à-vis du développement et de l'épargne de ces jeunes. Il ne faut pas oublier que tout ça, c'est des contrats qui ont été développés et pris par les parents. Ça reste quand même marginal, les jeunes qui épargnent, notamment au sein de produits tels que vous les avez présentés. Ça reste vraiment marginal. Et souvent, en fait, on remarque que c'est les parents qui ont souscrit pour les enfants. Donc, effectivement, ils sont épargnants donc, dans les études, mais la réalité est bien différente. Merci Anne-France. Donc, vous avez entendu la question? Alors, sur le premier point, malheureusement, quand on est assureur, on est un petit peu obligé d'être gros. On n'a pas trop le choix. Un assureur qui n'aurait pas d'encours, ça serait quand même super inquiétant. On a des ratios de solvabilité assurés, on a des fonds propres à assurer. Donc, effectivement, c'est une question qui peut se poser. Néanmoins, alors, nous, on est un peu atypique, on n'a pas notre siège social à Paris, on a un siège social en province. Je ne pense pas qu'on soit dans les plus gros, mais ça n'est pas possible de ne pas être vraiment gros. Je pense néanmoins que le choix que nous avons fait d'être distribués par des conseillers en gestion de patrimoine en région, donc des tailles plus petites, on n'est pas distribué dans des caisses, il y a un réseau bancaire dans le groupe, mais ce n'est pas nous, eh bien ça permettra à chaque CGP de s'adapter à sa population. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je ne sais pas si ce sont les parents qui ont commencé les produits d'épargne. Pour ma part, alors mes enfants ne sont pas des millennials, ils sont très petits. En revanche, j'ai le sentiment qu'ils mettent un petit peu d'argent de côté, pas forcément de façon durable, c'est-à-dire qu'ils sont capables de mettre de l'argent de côté pendant 3 ans pour se payer un beau voyage. Mais il y a une notion d'épargne que, pour ma part, je voyais beaucoup moins sur la génération X. Après, notre rôle, c'est d'essayer de vous satisfaire, c'est d'essayer d'apporter les bons produits, les bons services, la rapidité, la fluidité, au moment où vous en avez besoin. J'espère que nous travaillerons ensemble, comme ça vous m'aiderez. Je ne peux pas dire aujourd'hui exactement ce qu'il en sera dans 10 ans, mais bien malin qu'il le ferait. Je peux juste dire qu'au sein de Vie+, si l'input est donné par la direction, et je ne le cache pas, on travaille beaucoup avec le terrain, et donc je serais ravie d'échanger avec vous pour voir ce que demain, votre génération et la suivante auront comme exigence. Après, est-ce qu'on peut les satisfaire? C'est autre chose, mais on peut s'approcher de la compréhension, et si on ne comprend pas, là on est sûr de ne pas satisfaire. Eh bien, on va terminer sur cette belle ouverture. On est obligé de libérer la salle. Je vous remercie infiniment de votre présence. Merci Anne-France, merci Sébastien.